Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cas de Kiyotaka Katsuta, qui pourrait bien être le tueur en série le plus prolifique de l'histoire du Japon. Celui que la presse de l'époque a surnommé le pompier tueur aurait fait au moins 22 victimes et serait également responsable de plus de 300 cambriolages. Comme la majorité des sources disponibles sur cette affaire sont en japonais, je me suis aidée de la vidéo très complète de Satsujin sur le sujet pour obtenir des informations supplémentaires et je vous mets évidemment son lien en barre d'infos. Il me semble que cette vidéo est elle-même basée sur un film et il se peut donc que l'histoire ait été un petit peu romancée, mais ça change pas l'essentiel des faits. Allez, comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 31 janvier 1983 aux alentours de Nagoya, au Japon. Kiyotaka Katsuta sillonne les routes avec une Toyota Corolla volée plus tôt dans la journée. Il roule avec un objectif bien précis en tête, braquer un client de la banque Mitsuho, une des plus grandes du pays à l'époque. Lorsqu'il arrive devant la banque, il se gare discrètement sur le parking, coupe le moteur et attend patiemment la bonne opportunité. Au bout de plusieurs heures, un homme gare sa voiture sur une place de parking à côté de lui. Il sort de son véhicule avec une mallette à la main, mais à peine il a le temps de faire un pas que Kiyotaka le frappe avec la crosse de son pistolet. Mais la victime n'a pas l'intention de se laisser faire, il donne plusieurs coups de mallette pour se défendre et prend la fuite en courant. Kiyotaka, aveuglé par l'appât du gain, oublie toute prudence et tire sur l'homme, le touchant à l'épaule. Plusieurs clients et employés alertés par la détonation se précipitent hors de la banque et se jettent sur le tireur. Ils réussissent à le maîtriser et les policiers, probablement appelés par d'autres employés de la banque, arrivent sur les lieux très rapidement et procèdent à son arrestation. C'est sur ce parking de Nagoya que s'achève le parcours de Kiyotaka Katsuta, le criminel qui a terrorisé le Japon pendant de nombreuses années. Mais comme d'habitude, avant de continuer mon récit, laissez-moi vous présenter Kiyotaka Katsuta. Kiyotaka Katsuta est né le 29 août 1948 à Kizugawa, une ville du district de Kyoto, au Japon. C'est dans ce contexte d'après-guerre et dans un Japon sous occupation américaine que Kiyotaka grandit. Ses parents sont agriculteurs et vivent dans la précarité, mais ils font tout pour offrir la meilleure éducation possible à Kiyotaka et à sa petite sœur, et vont même jusqu'à dépenser leurs maigres économies pour payer leur scolarité. À la maison, ce sont des parents autoritaires qui imposent une éducation stricte et obligent même leurs fils à aider à la ferme après l'école. Le parcours scolaire de Kiyotaka est plutôt ordinaire, mis à part qu'il développe une passion pour la musique et rejoint la fanfare de son collège. Il apprend rapidement à jouer de plusieurs instruments et montre un talent certain pour la musique. Mais pour son père, il est inconcevable que son fils fasse autre chose que reprendre la ferme familiale. Les enfants de la famille n'ont donc pas d'autre choix que de renoncer à leurs rêves et à leurs ambitions pour satisfaire les exigences de leurs parents. À l'adolescence, Kiyotaka se rebelle contre son père. Il est en effet plein de rancœur pour cet homme qui n'a pas les mêmes moyens que les pères de ses camarades de classe. À ce moment-là, le Japon connaît en effet un énorme essor économique et les amis de Kiyotaka profitent de la réussite de leurs parents. Faut dire aussi que le jeune Kiyotaka est dans une école privée et qu'il fréquente donc des enfants nés dans des familles qui ont bien plus de moyens que ses parents à lui. C'est à l'âge de 15 ans que Kiyotaka commet son premier délit, peut-être poussé par l'envie de corriger ce déséquilibre. Tout commence alors qu'il se promène en ville après les cours. Il découvre que les tickets restaurants qui lui sont donnés lors de ses déplacements avec la fanfare de l'école sont valables dans de nombreux stands de street food.
Il utilise l'un de ses tickets pour s'acheter quelque chose et, à sa grande surprise, le vendeur lui rend la monnaie. Et c'est ainsi que Kiyotaka élabore son premier plan criminel. Il décide de voler des tickets restaurants destinés à la fanfare pour les utiliser chez divers commerçants et récupérer l'argent. Comme il est malin, il agit prudemment, il ne prend qu'un ticket par carnet pour éviter d'éveiller des soupçons. Pendant plusieurs semaines, ce stratagème fonctionne parfaitement et Kiyotaka rentre chez lui avec plus d'argent qu'il n'en a jamais eu. Il peut même payer à manger à ses amis, ce qui le rend super fier. Il continue ses vols pendant plusieurs mois, mais il commence à prendre un peu trop la confiance et devient de plus en plus imprudent. Désormais, il va prendre des carnets entiers sans vraiment tenter de dissimuler ses vols. Le collège finit par se rendre compte que quelqu'un vole les tickets, ce qui oblige Kiyotaka à arrêter pour ne pas se faire prendre. Mais c'est pas si grave pour lui parce que entre-temps, il est passé au vol à la tire et il vole des bonbons et des bijoux pour sa petite amie, ainsi que des montres et d'autres objets du style qu'il revend à un gang de motards pour se faire de l'argent. Kiyotaka est d'ailleurs très attiré par le mode de vie des motards et il demande à rejoindre cette bande qui finance ses activités en volant des véhicules. Et c'est comme ça que l'adolescent d'à peine 16 ans commence à voler régulièrement des voitures. Et il semble d'ailleurs avoir un talent naturel pour le vol. Sauf qu'un jour, sa vanité le pousse à essayer de voler une superbe Honda pour avoir sa propre moto. Mais rien se passe comme prévu. Kiyotaka ne parvient pas à arracher la moto à sa conductrice. Il devient violent, mais ça suffit pas. La conductrice réussit à le dénoncer à la police et il est arrêté dans la foulée. Kiyotaka, qui est mineur, ne peut pas être jugé comme un adulte et la police suggère donc à la victime de trouver un arrangement avec la famille Katsuta. Le père de Kiyotaka est contraint de revendre une partie de son exploitation pour payer des dommages et intérêts. Suite à cet incident, ses parents l'envoient dans un lycée agricole à Osaka parce qu'ils espèrent que l'éloigner de mauvaises influences leur mettra sur le droit chemin. Mais vous vous en doutez, ça ne décourage pas Kiyotaka qui continue de voler et qui s'en prend même à ses professeurs. Il finit évidemment par être renvoyé du lycée et il est contraint de retourner travailler à la ferme familiale de Kizugawa. Les tensions familiales ne font que s'accentuer et le père de Kiyotaka lui trouve un travail dans une usine de fabrication de pièces automobiles pour l'éloigner de la ferme. Et malgré un emploi bien payé et offrant des perspectives d'évolution, Kiyotaka cède à nouveau à ses pulsions et il est renvoyé après avoir été surpris en train de voler les portefeuilles de ses collègues. Au même moment, une de ses connaissances peu recommandables lui offre un emploi dans le commerce de pièces détachées d'origine douteuse, ce qui ne dérange évidemment pas Kiyotaka. Pendant plusieurs années, il mène une vie apparemment stable et il rencontre même une femme dont il tombe éperdument amoureux. Il se marie et déménage à Nara, une ville célèbre pour ses cerfs qui se promènent librement entre les temples et les sanctuaires. Le couple semble heureux, ils ont 2 enfants ensemble. L'histoire pourrait vraiment s'arrêter sur cette belle fin. Mais cette vie ne suffit pas à Kiyotaka, qui n'a clairement pas abandonné ses rêves de grandeur et de richesse. En 1972, Kiyotaka commet ses premiers cambriolages. Ses cibles de prédilection sont les hôtesses de snack bar qu'il suit lorsqu'elles rentrent à la fin de leur service parce qu'il sait qu'elles ont souvent beaucoup d'argent liquide sur elles. Si comme moi, avant de faire mes recherches, vous ne savez pas ce qu'est un snack bar, en fait c'est un bar réservé aux hommes où on peut boire et faire du karaoké tout en discutant avec des belles femmes. Katsuta adore ces endroits et il profite de son nouveau travail de chauffeur routier pour s'y rendre lors de ses nombreux déplacements. Le 13 septembre 72, il escalade dans la violence et agresse Hiroko Nakamura, une hôtesse de bar qu'il fréquente régulièrement. Il la suit chez elle, la frappe plusieurs fois au visage et exige de l'argent. Elle est complètement terrifiée, elle lui dit qu'elle a rien sur elle. Katsuta viole alors la jeune femme sauvagement, puis l'étrangle avec son collant. Avant de quitter les lieux, il s'assure de prendre dans son portefeuille le billet de 1000 yens, une somme absolument dérisoire. Sur le coup, Katsuta se jure de ne plus jamais refranchir la limite du meurtre. Il va même faire une pause dans les cambriolages, mais évidemment ça va pas durer très longtemps. Peu de temps après, Kiyotaka devient pompier, un métier qui le fascinait depuis l'enfance. Par contre, on peut pas vraiment dire que ses motivations sont nobles.
En fait, il sait que être pompier lui permettra non seulement de faire du repérage quand il est en intervention avec sa brigade, mais également de pénétrer facilement chez les gens. D'un autre côté, la passion de Kiyotaka pour le jeu et les snack bars le conduit à accumuler des dettes auprès de personnes peu fréquentables pour les rembourser et pour rendre à son père l'argent qu'il avait dû débourser à cause de sa tentative de vol, et il recommence à cambrioler. Mais jusque-là, tout va bien pour lui, personne ne le soupçonne, et en 1974, il est même nommé chef adjoint de sa brigade. On peut vraiment dire que Kiyotaka a deux personnalités. Le jour, c'est un héros, admiré et respecté, et la nuit, il se transforme en cambrioleur violent, qui est même allé jusqu'au viol et au meurtre au moins une fois. Et puis, au fil des ans, Kiyotaka se lasse de ses cambriolages peu fructueux, qui lui rapportent pas assez à son goût, et il décide de cibler des personnes plus aisées. C'est comme ça que le 6 juillet 1975, il suit Reiko Fujichiro, patronne d'un bar d'hôtesse de luxe, après la fermeture. Il monte dans la voiture de la jeune femme, côté passager, s'empare de son sac contenant les bénéfices de la soirée, puis attache Reiko à son siège avec une corde, avant de la violer et de l'étrangler. Il place ensuite son corps dans le coffre et conduit jusqu'à un étang. Là, il attache un poids au corps de la victime et le jette à l'eau. Il brûle la voiture pour effacer toutes les preuves et rentre chez lui comme si de rien n'était. Kiyotaka Katsuta va continuer ses cambriolages pendant plusieurs années et profiter toujours de son travail de pompier pour faire du repérage. Même s'il passe pas toujours à l'acte, il continue de ressentir des pulsions meurtrières et il s'imagine souvent en train d'étrangler des jeunes hôtesses des bars qu'il fréquente. Fin juin 1977, à Nagoya, il tue Ito Teruko, une proxénète, toujours selon le même mode opératoire que pour ses victimes précédentes. Mais cette fois, pour brouiller les pistes, il la dénude et l'entaille à plusieurs reprises avant de se débarrasser de son corps dans une rizière. Il craint en effet que la police ne fasse le lien avec le précédent meurtre de Reiko Fujichiro. Sa victime d'après, Akiko Masuda, travaille pour les redoutables Yakuza, la mafia japonaise. Là encore, il utilise le même mode opératoire, mais il ne prend pas la peine de se débarrasser du corps. Alors je vais pas détailler tous ces meurtres à chaque fois, car il procède vraiment toujours sensiblement de la même manière, et c'est franchement pas nécessaire de rentrer dans tous ces détails glauques inutiles. Ce qui est intéressant de mentionner par contre, c'est la participation de Kiyotaka Katsuta et de sa femme à une émission télé populaire à l'époque qu'on pourrait comparer en France à l'émission Les Amours. Le 6 juillet 1977, donc environ une semaine après le meurtre d'Akiko Masuda, le couple passe à la télévision et remporte même la première place. Les spectateurs sont admiratifs devant le couple qu'ils forment et surtout séduits par le charisme du pompier héros. Si vous connaissez l'affaire Rodney Alcala, je suis sûre que vous avez déjà fait le parallèle. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce cas-là et je vous mets le lien ici si jamais ça vous intéresse. Je trouve ça assez fou de voir des meurtriers participer à des jeux télé. Ça dénote à la fois d'un narcissisme aigu, mais peut-être aussi du clivage dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Quelques temps plus tard, un événement inattendu vient bouleverser la vie de Kiyotaka. Sa maîtresse, qui l'entretient depuis plusieurs années, se rend chez lui en son absence pour tout avouer à sa femme. Sur le coup, sa femme est complètement anéantie, elle tente d'abord de mettre fin à ses jours, et puis après elle va un petit peu changer et elle finit par proposer de l'argent à la maîtresse de son mari pour qu'elle mette fin à cette relation. La maîtresse, elle, accepte et le couple se ruine presque pour verser une très grosse somme à cette jeune femme. Cet événement-là va pousser Kiyotaka Katsuta à revoir ses ambitions criminelles à la hausse. Bah oui, les cambriolages ne suffisent plus. Il est ruiné et il doit trouver à tout prix un moyen de gagner beaucoup d'argent et vite. Le 20 novembre 1977, Kiyotaka vole donc 2 fusils de chasse dans un stand de tir. Cette fois, il se trouve à Kobe et il se lance dans les braquages et va cibler des convoyeurs de fonds qui transportent bien plus d'argent liquide qu'il n'en trouverait jamais chez des particuliers. Lors de son premier braquage, il tue un convoyeur de fonds en lui vidant le chargeur de son fusil de chasse dans la poitrine.
Puis il prend sa deuxième arme et tire de nouveau sur l'homme. Katsta fait preuve d'un véritable acharnement et il tire à une 30aine de reprises sur le pauvre homme. Tout comme pour ses autres victimes, on constate que le meurtre n'était pas juste un moyen d'arriver à ses fins. Et il aurait pu se contenter de voler, mais non. Il est clair qu'il prend véritablement plaisir à tuer et surtout à s'acharner sur sa victime. Après ce premier braquage réussi, Katsta est ravi de son succès et surtout de la facilité avec laquelle il a réussi à voler une aussi grosse somme d'argent. Il s'empare du butin et il retourne à Nara. Le problème, c'est qu'il est désormais obsédé par les sensations qu'il a ressenties pendant son premier meurtre avec une arme à feu. Il s'est senti puissant, invincible, et il a plus qu'une idée en tête, recommencer. Il cède de nouveau en 1980 et braque un magasin pour voler la caisse. Là encore, il tue l'employé qui n'avait pourtant montré aucune résistance. Il commettra plusieurs braquages à main armée, toujours selon le même mode opératoire, et toujours avec succès, il n'est jamais arrêté. En parallèle, les tensions dans son couple, déclenchées par son infidélité, le poussent à sombrer dans l'alcool et le rendent de plus en plus imprudent. En 1980, il est arrêté pour avoir volé un sac à main dans une voiture, il perd son travail de pompier et il est condamné à 3 ans de prison avec sursis, dont 10 mois ferme. Les enquêteurs ne font cependant pas le lien avec ces autres crimes, qui sont pourtant très nombreux. Katsta est libéré en août 81, mais la prison ne semble pas avoir calmé ses pulsions criminelles. Au contraire, il vole une voiture dès sa sortie, puis renverse un épicier qui se trouvait sur le trottoir afin de voler la caisse du magasin, mais sans succès cette fois. Et la victime s'en sortira heureusement sans graves séquelles. Katsta semble un peu refroidi par cet échec et il reprend son travail de chauffeur avant de succomber à nouveau à la tentation et de reprendre ses cambriolages de plus belle. Et oui, chassé le naturel, il revient au galop. En 1982, il va encore plus loin et agresse un policier pour lui voler son arme de service, qui est bien plus pratique à transporter que ses encombrants fusils de chasse. Il continue ses vols à main armée, puis abat un homme d'une balle dans la tête pour lui voler son véhicule en tentant de fuir après un braquage raté. Désormais, Katsta est complètement hors de contrôle, il fait plus aucun effort pour rester discret, il braque des épiceries ça et là pour financer sa cavale meurtrière. On en arrive donc au 31 janvier 1983 et à son arrestation après la tentative de braquage que j'ai mentionnée en début de vidéo. Kiyotaka Katsta est placé en garde à vue, mais il avoue pas immédiatement ses crimes. Il se positionne plutôt en victime. Il explique qu'il a des gros problèmes d'argent et que le désespoir l'a conduit à commettre ce braquage, comme si c'était un peu que un dérapage. Mais c'est le numéro de série de son arme à feu qui va le trahir et qui le relie à l'agression du policier quelques mois plus tôt. Le procureur décide d'ouvrir le dossier 113 qui répertorie les crimes de Kiyotaka Katsta que les enquêteurs ont enfin pu relier entre eux. Ils sont convaincus d'avoir réussi à mettre la main sur le coupable, mais ils doivent attendre les résultats d'analyse pour confirmer leurs suspicions. Le premier procès de Kiyotaka Katsta pour braquage se tient le 27 mai 1983 et il encourt une peine de 10 ans de prison. Lors de son interrogatoire, comme je le dis, il se victimise, il dit qu'il est honnête, mais qu'il a perdu son travail suite à un fâcheux concours de circonstances et qu'il a accumulé pas mal de dettes, ce qui l'a poussé à commettre ce braquage. En gros, c'est la faute du système qui pousse des pauvres gens à commettre des crimes. Alors, ça peut paraître étrange d'invoquer le motif de faillite dans ce cas-là, mais il faut savoir qu'au Japon, qui est un pays qui accorde beaucoup d'importance à l'honneur, la ruine et la faillite sont considérées comme particulièrement graves et il est pas rare que suite à des problèmes de ce type, des personnes choisissent de mettre fin à leur jour par honte. Mais revenons-en au procès. La stratégie de la défense de Kiyotaka Katsta, c'est de prouver qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment où il a commis ses crimes et son avocat exige une expertise psychiatrique. Cette expertise ne prouvera rien, si ce n'est que Kiyotaka aurait une tendance à la mégalomanie. Bon, c'est vraiment dans les termes de l'époque et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on désignerait comme un trouble de la personnalité narcissique. Plusieurs mois s'écoulent sans qu'il ne se passe rien de notable dans cette procédure jusqu'au 26 octobre 83. Pendant une audience, le juge fait une remarque qui insulte un peu l'intelligence de Katsta et le criminel, piqué dans son ego,
lâche des aveux sous le coup de l'émotion. En gros, il lui répond que non, il est pas si bête parce que sinon il aurait pas fait tant de braquages ni de meurtres sans se faire attraper. Alors il se peut que tout ça ait été une stratégie du juge qui a choisi de jouer sur le narcissisme de l'accusé pour l'amener à avouer ses crimes. Et du coup, lors d'un nouvel interrogatoire, Kiyotaka Katsuta confesse finalement 22 meurtres, 25 viols, 30 braquages et près de 300 cambriolages. Son deuxième procès se déroule le 26 novembre 85, cette fois pour tous les crimes qu'il a avoués quelques années auparavant, mais en raison du manque de preuves matérielles, il n'est condamné que pour 8 des 22 meurtres qu'il a avoués. Le procureur requiert la peine de mort et le 24 mars 86, Katsuta est déclaré coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui et il est effectivement condamné à mort. Le juge justifie la peine capitale en déclarant qu'elle est nécessaire pour neutraliser un assassin vaniteux et pervers à la malveillance et à la cruauté sans égale. L'avocat de Katsuta fait appel en affirmant que son client éprouve des remords par rapport au cambriolage et qu'il nie finalement être l'auteur des meurtres du dossier 113. Le procès en appel, qui a lieu le 30 mars 87, relance le débat contre la peine de mort, mais le 19 février 88, le juge confirme à nouveau la peine capitale pour Katsuta. La défense ne renonce pas et saisit cette fois la Cour suprême, dernier recours pour contester cette décision. Il faudra cependant attendre le 17 janvier 94, soit près de 7 ans après son arrestation, pour que la Cour suprême examine le dossier. Entre-temps, l'avocat de Katsuta a même contacté la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui lui a remis une lettre incitant le Japon à abolir la peine de mort, un geste qui ne sera pas bien reçu par la Cour. Et avant de vous parler du verdict rendu par la Cour suprême, j'aimerais évoquer rapidement la peine de mort au Japon, puisque elle est actuellement toujours en vigueur. Elle est exécutée uniquement par pendaison et selon de nombreux critères qu'on appelle les critères de Nagayama, que je vais pas détailler ici, mais sachez que le plus important reste celui du nombre de victimes du tueur. Lorsque les juges choisissent de prononcer la peine de mort, ils doivent justifier de leur décision par écrit. La peine de mort est très encadrée et dans les faits, elle n'est pas appliquée très souvent, elle est généralement réservée pour les cas les plus extrêmes. Mais malgré les pressions internationales et les nombreuses associations militantes, les Japonais restent majoritairement en faveur de la peine de mort parce qu'ils estiment qu'elle est indispensable et même inévitable dans certains cas. Par contre, de nombreux avocats se disent contre la pendaison qu'ils jugent très cruelle et militent pour un changement de méthode. Mais revenons-en au troisième et dernier procès de Kiyotaka Katsuta, ou plutôt celui de Kiyotaka Fujiwara. Et oui, après une rencontre avec une journaliste catholique alors qu'il était incarcéré, Kiyotaka s'est converti au catholicisme. Il a même été adopté par la famille de la jeune femme, ce qui lui a donc permis de prendre leur nom de famille et de devenir Kiyotaka Fujiwara. Et ce changement de nom s'accompagne d'une toute nouvelle personnalité. Kiyotaka exprime maintenant beaucoup de remords et de compassion pour ses victimes. Il se dit désolé du mal qu'il a causé. Mais les juges ne sont absolument pas convaincus par ce retournement de personnalité et le 7 février 1994, Kiyotaka Fujiwara est à nouveau condamné à la peine de mort, cette fois de manière définitive. Il est exécuté le 30 novembre 2000, soit un peu moins de 20 ans après son arrestation. Le nombre exact de ses victimes reste inconnu à l'heure actuelle et le pôle Cold Case de Nagoya compare encore aujourd'hui son ADN à celui retrouvé sur des victimes non identifiées. Les enquêteurs soupçonnent en effet que Kiyotaka Katsuta ait commis bien plus de meurtres que les 22 qu'il a avoués. Bon, je vais pas pouvoir énormément détailler la psychologie de Kiyotaka Katsuta parce que, comme je vous l'ai dit en intro, il y a assez peu d'informations sur cette affaire. Mais je pense qu'on peut quand même soulever quelques points autour, surtout de son mobile. Comme vous l'avez probablement remarqué, les motivations de Katsuta sont multiples. Les meurtres lui servent à la fois à gagner de l'argent facilement, à assouvir des pulsions sexuelles et aussi à satisfaire un plaisir sadique à tuer.
La motivation financière joue un rôle clé dans les crimes violents de Kiyotaka Katsuta. On l'a vu, très jeune, il est déjà frustré par le manque de moyens de sa famille, il rêve de belles choses et il semble souffrir de sa condition de fils de paysan. Arrivé à l'adolescence, il est prêt à tout pour obtenir de l'argent. Et pour lui, l'argent, c'est vraiment un moyen de s'intégrer et d'être apprécié. Comme on le voit souvent dans les cas de criminels, il y a aussi une gradation de la violence. Il commence par des vols et des cambriolages, mais il passe rapidement au viol et au meurtre, ce qui est malheureusement assez commun dans les cas de tueurs en série. Le profil de ces victimes est diversifié, soit ce sont des hôtesses de snack-bar aisées qu'il connaît puisqu'il fréquente les lieux où elles travaillent, soit ce sont des hommes inconnus qu'il va tuer par opportunisme, plutôt pour voler la caisse ou l'argent qu'il transporte. Et en vrai, c'est intéressant de faire la distinction entre ces deux types de victimes. D'un côté, on a les femmes. Katsuta vise des femmes riches qui ont réussi et qui l'affichent ostensiblement, mais aussi qui sont mal perçues par la société et considérées comme peu respectables. D'ailleurs, le mode opératoire montre qu'il les cible personnellement. Il les viole, il les étrangle avec leur collant. C'est très physique, c'est très proche, c'est très motivé sexuellement pour dominer et soumettre la victime. Et de l'autre côté, il y a les hommes. Katsuta, cette fois, il ne cible pas vraiment ses victimes, c'est plutôt de l'opportunisme. Là, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'argent, que ce soit dans la caisse ou dans le fourgon, etc. Et là, on a plus le mobile financier qui s'exprime. Ce qui se voit aussi dans le mode opératoire, c'est plus impersonnel, il utilise des armes à feu et il s'enfuit avec l'argent. Par contre, le point commun dans ces cas, c'est l'ultraviolence et l'acharnement. C'est vraiment l'illustration du côté sadique de ce tueur. D'ailleurs, on sait que Katsuta était fasciné par les films de gangsters américains et par les armes à feu, une obsession qui semble nourrir ses actes criminels. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire un dernier point sur notre tendance à percevoir le Japon comme un pays ultra sûr. Alors certes, les statistiques montrent que le Japon a un des taux d'homicide le plus bas au monde, il est de 0,2 homicides pour 100 000 habitants, comparé à 5 pour 100 000 habitants aux États-Unis par exemple. Mais ces données ont-elles une valeur quand on sait à quel point la police enquête peu sur les crimes ? Sans parler même du nombre de crimes sexuels qui sont non signalés ou alors sous-déclarés à cause de la stigmatisation des victimes et des pressions sociales et culturelles, ni même des gros problèmes avec le crime organisé et les yakuza. Évidemment, mon but c'est pas de critiquer ou de pointer du doigt le Japon, mais simplement d'ajouter certaines nuances parce que on a parfois tendance à percevoir le pays comme très très sûr, alors que comme tous les pays, il y a des risques. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère vraiment que mon travail sur cette affaire vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Allez aussi voir la vidéo de Satsujin qui nous a bien aidé avec Juliette à mieux comprendre ce cas. Le lien, comme je vous l'ai dit, est en barre d'infos, comme d'habitude. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been when you throw my hair